Emmanuel Huberdeau, bonjour. RA Cosmos. Deux questions qui concernent l'avenir. Pour le SCAF, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles seront les technologies clés pour le NGF? Et par ailleurs, en ce qui concerne les drones de combat, est-ce que vous comptez commercialiser dans les années à venir un UCAV opérationnel dans la continuité du Neuron? Merci. Alors pour le NGF, on en est au tout début. Donc l'important, c'est déjà d'analyser le besoin opérationnel. Donc ça, c'est le travail des états-majors de part et d'autre du Rhin. Ce qu'on peut voir quand on observe attentivement ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, c'est un certain nombre de progrès des systèmes solaires, en particulier russes, et d'une volonté d'un certain nombre de pays d'interdire leur territoire à partir du renforcement de ces défenses. Donc ça, c'est un premier point. Il va falloir être encore plus performant pour percer les défenses ennemies solaires. Deuxièmement, on voit qu'un petit peu partout, un certain nombre de pays mettent de l'argent dans le développement des avions de combat. Et des avions de combat performants en termes de supériorité aérienne. Celui qui a la supériorité aérienne peut ensuite mener des raids pour aller traiter des objectifs. Donc la supériorité aérienne, qui, on le sait, est souvent dominée par les Américains, qui ont le nombre d'avions, des avions spécialisés, etc. C'est aussi, dans un certain nombre de pays, des priorités de développement. Pour ne pas les nommer, les Russes et les Chinois continuent et poursuivent leur effort de développement d'avions de combat dans ces domaines-là. Donc la menace RR reste une menace importante quand on veut être capable de dominer le ciel. Donc en termes de technologie, la manœuvrabilité va rester quelque chose d'important, la capacité d'emport. Il faut être capable de traiter, donc d'être capable d'emmener des emports. Troisièmement, la furtivité. Si vous êtes vu après l'autre, vous avez une chance de gagner, ce qui n'est pas le cas si vous êtes vu tout de suite par les radars. Donc la furtivité que nous avons par exemple mis en œuvre dans le cadre du drone Neurone va être utile pour le futur. La connectivité, les architectures de connectivité, car l'avion ne travaille pas seul, il travaille à plusieurs avions, il peut travailler avec des drones, il travaille avec des renseignements qui sont acquis par des drones de surveillance ou acquis par tout un tas de moyens. Bref, la connectivité sera aussi un point central. Voilà quelques-unes des technologies dans lesquelles nous travaillons. Nous nous exerçons déjà par le Neurone sur la furtivité. Nous allons nous exercer avec le Rafale F4 sur la connectivité, avec des nouvelles architectures de connectivité. Et donc, c'est ces technologies-là qu'il va falloir développer. Vous avez vu une silhouette de l'avion. Ce sera un avion qui potentiellement est plus gros que le Rafale, pour être capable d'avoir un meilleur range. Et tout ça devra aussi, si je comprends bien les opérationnels, être capable de se poser sur un porte-avions et de redécoller. Donc voilà quelques-unes des ambitions qui sont assez fortes. Et c'est pour ça que nous appelons fortement à développer un démonstrateur, car avant de se lancer dans un développement complet, il est intéressant de regarder comment la technologie peut être mise en œuvre d'une manière pratique. Je rappelle que pour un avionneur, la sanction du vol reste fondamentale. Sur le deuxième point, sur les drones de combat, pour l'instant, les états-majors ont fait plutôt le choix de faire un avion habité. Ceci dit, nous avons travaillé avec 5 autres partenaires européens sur le Neurone. Nous avons travaillé avec les Britanniques sur un démonstrateur du CAV. Ça n'a pas donné lieu à des contrats de développement complet, mais nous sommes prêts. Nous faisons voler le Neurone, donc nous sommes prêts aussi à apporter notre savoir-faire dans le domaine des UCAV. Et dans le domaine du SCAF, vous savez qu'il y a une brique qui s'appelle des petits drones qui voleraient en essaim autour de l'avion de combat et qui sont développés avec Airbus dans ce domaine-là. Donc nous étudions aussi ces possibilités. Voilà. Thierry Dubois, Aviation Week. Une question sur les acquisitions des activités maintenance d'Execujet et TAG. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette stratégie? Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre acquisition? Et quel est le montant des investissements déjà réalisés à travers ces deux premières acquisitions? Alors on ne publie pas le montant de ces acquisitions, mais enfin ce ne sont pas des très grosses acquisitions, ce ne sont pas des milliards. Deuxièmement, notre stratégie est de pouvoir avoir une empreinte mondiale
de station-service. C'est quoi une station-service? C'est un endroit où on confie la responsabilité de son avion pour sa maintenance, et nous souhaitons labelliser en propre, c'est-à-dire avec nos propres équipes, intégrées avec les équipes de ceux qu'on a achetés, pour être sûr qu'on offre une qualité vis-à-vis de nos clients, et surtout d'avoir un réseau opérationnel partout dans le monde, parce que nos avions, ils sont faits pour voler, ils volent un petit peu partout. Donc vous avez un client à tel endroit et il va à tel autre endroit. S'assurer vis-à-vis de lui avec un soutien direct, on est en ligne avec les opérateurs de ses clients, d'être capable de lui apporter tout de suite, un petit peu partout dans le monde, une solution qui est labellisée au niveau mondial. Donc vous avez vu la carte, nous partons beaucoup vers l'Asie, grâce à ExecuJet. Nous nous renforçons en Europe grâce à TAG. Oui, on est sur un bateau, pour ceux qui l'auraient oublié, donc ça bouge. Et donc, c'est un renforcement des équipes de soutien. Ça s'inscrit, comme vous l'avez vu, avec notre qualité qui augmente en termes de service et de perception des clients. Ça s'inscrit dans une véritable volonté d'améliorer le soutien des 2300 avions Falcon qui volent aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre acquisition dans le domaine? Vous verrez. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Michel Polaco, indépendant. Deux questions. La première, les Mirage F1 réformés par l'armée de l'air ont trouvé preneur aux États-Unis. Les 2 Millennes qui sont sortis de circuit, est-ce que vous savez ce qu'ils vont devenir? Et deuxième question, les futurs Falcon, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et est-ce que vous étendrez la gamme vers le bas un petit peu, puisque vous avez totalement disparu de la gamme moyenne ou basse? Alors, sur les avions très anciens, j'avoue qu'on s'occupe beaucoup des futurs clients, on s'occupe beaucoup des clients actuels. Une fois que l'avion a été retiré de service de ces armées, j'avoue que ce n'est plus vraiment notre métier. On contribue à des chaînes de recyclage des avions, s'il faut les recycler. Moi, je ne suis pas très fan, pour tout vous dire, de revendre des avions qui sont déjà d'un âge certain à des sociétés privées qui vont les utiliser. J'ai déjà dit que ce n'était pas notre métier et que notre responsabilité d'avionneur ne saurait être engagée dans ce genre d'activité. Un avion de combat, c'est fait pour des militaires, c'est pas forcément fait pour aller faire des tours. Voilà. C'est quand même des avions qui ont été faits pour le combat, pas forcément pour le transport de passagers. Bon, je sais que certaines sociétés font des squadrons agresseurs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça aux États-Unis, ils le font sur leur propre responsabilité. Nous ne sommes pas engagés dans ce genre d'opération. Sur la gamme de Falcon, on a depuis longtemps décidé que le bas de notre range d'avions serait 4000 nautiques. C'est grosso modo le Falcon 2000 LXS. Bon, ça peut aller jusqu'à un petit peu moins avec le Falcon 2000S, 3300 nautiques, mais en réalité, c'est là que se situe l'entrée de gamme pour Dassault Aviation. En dessous, c'est pas vraiment notre domaine, c'est plus notre domaine. Ça l'a été, c'est vrai, avec les Falcon 10 et Falcon 20. Je dis pas qu'on ne saurait pas faire un avion de cette taille, très certainement on saurait le faire. La problématique, c'est de savoir le faire au bon prix, de savoir le vendre, etc. etc. Bon, on a privilégié, on ne peut pas être partout, privilégié notre effort sur la gamme d'abord des avions 6000 nautiques, c'est le 7X et le 8X, et puis maintenant nous renforçons notre gamme dans le domaine des 5000 nautiques. Alors on est passé du 5000 nautiques, 5200 avec le 5X à 5500 par les nouveaux moteurs. Voilà où on en est. On réfléchit pour le futur et on vous dira bientôt où on va mettre notre effort pour le futur. Pas de projet de rachat d'entreprises existantes, ça a été le cas à un moment donné? Non, je ne crois pas que ça a été le cas. En tout cas, ça ne s'est pas réalisé si ça a été le cas. Bonjour, Tim Hiefer de l'agence Reuters. Le gouvernement allemand a pris une position très ferme sur l'exportation des armements, surtout en Arabie Saoudite, ce qui a créé des problèmes avec les Britanniques sur le Typhoon. Est-ce que ça vous amène à faire des réflexions? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur le SCAF? Est-ce qu'il faut un accord sur l'exportabilité de cet avion? Comment est-ce que vous voyez cette situation? Alors, d'abord, comme vous le savez, l'exportation est le domaine des États, ce n'est pas le domaine des sociétés. Bien sûr,
nous suivons avec grande attention ces problématiques, puisque l'export des avions de combat fait partie du modèle économique d'une société. Dassault a toujours vécu grâce aussi à l'exportation de ces Mirage, de ces Rafales aujourd'hui. Donc on regarde ça avec la plus grande attention. Le Rafale, ce sont des autorisations françaises. Dès que vous rentrez dans un programme en coopération, il faut demander l'autorisation ou avoir des règles entre les États. Donc c'est aux États à se mettre d'accord. Il est évident que si on lance réellement un avion de combat franco-allemand, aujourd'hui on n'en est qu'aux études préliminaires, les règles d'exportation doivent être définies le plus tôt possible. Les règles d'exportation, elles doivent satisfaire si c'est du franco-allemand ou si c'est du franco-espagnol-allemand, les deux ou les trois pays. Et donc les États doivent se mettre d'accord sur des règles du jeu. Il y avait une règle du jeu qui s'appelait la règle de Brechmidt entre la France et l'Allemagne. Je pense qu'il faut s'en inspirer et certains y travaillent. Il y a aussi à prendre en compte les opinions publiques dans ce genre d'exportation. Et donc, voilà, les gouvernements et les parlements sont au travail ensemble pour répondre à ceci. Pour l'exportation du Typhoon en Arabie Saoudite, vous m'envoyez fort triste qu'ils ne puissent pas l'exporter. Oui, Karin Finkenzeller de l'hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche. Bon, en effet, j'aimerais bien un peu entrer dans les détails de la question de mon collègue. Donc, vous avez dit qu'il faudrait s'inspirer de l'accord de Brechmidt, mais depuis des années et des années, quand même, et cet accord, il est interprété d'une manière différente d'un côté et l'autre côté du Rhin. Donc, et vous avez aussi parlé de l'opinion publique qu'il faut quand même considérer. Et là, il y a un fait que l'opinion publique veille plus strictement la possibilité ou le risque d'exporter du matériel de défense dans des pays où on aimerait peut-être pas trop les exporter. Donc l'opinion publique en Allemagne est là plus restrictive que la française. Donc quelles idées est-ce que vous avez pour sortir de ces, je sais pas, de cette situation un peu compliquée quand même? Je maintiens ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est aux États à se mettre d'accord, donc il y a des discussions en cours, elles datent d'il y a un certain nombre de temps, je pense qu'elles progressent dans le cadre d'une volonté des deux États d'aller vers une autonomie stratégique. Aller vers une autonomie stratégique, c'est aussi une capacité d'exportation. Il faut tenir compte d'un certain nombre de critères pour l'exportabilité. Moi, je fais confiance aux Allemands. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, les Allemands exportent beaucoup, en réalité, des armements. Donc, ça prouve qu'il y a des possibilités, dès lors que l'industrie allemande y est intéressée. Et puis après, il y aura peut-être des pays où il y a des restrictions. Ça fait partie des autorisations ou pas qui sont données, comme en France. La France ne donne pas des exportations à tous les pays. Donc il y a une harmonisation à faire entre les pays. Il y a aussi un intérêt à exporter. Donc tout ceci doit être en balance. Et l'opinion publique, on doit lui expliquer la logique qui conduit à ces exportations. En France, la logique il faut que le pays soit un pays stratégiquement amis. Si je prends, moi, l'exportation du Rafale, ce sont des pays dans lesquels il y a des accords stratégiques. Deuxièmement, ça crée de l'emploi, puisque vous avez à un moment donné, en province, par exemple en France, des créations d'emplois grâce à ces exportations. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui font que les pays, les États, décident des autorisations d'exportation. Oui, bonjour Monsieur Trappier, Monsieur Ségalin, Tristan Sanson, Exane. J'ai 3 questions. La première, c'est sur le séquençage des livraisons Rafale. Donc on va avoir une belle hausse à 26 appareils en 2019, mais votre backlog, il n'a pas changé. Donc
imagine qu'on devrait pouvoir attendre une baisse assez significative en 2020, peut-être vers 15-16 appareils, une reprise en 2021. Est-ce que c'est une bonne vision des choses? Deuxième question, c'est sur les commentaires que vous faites dans votre communiqué de presse sur les drivers d'amélioration de la marge en 2018, où vous parlez notamment de l'amélioration de la situation sur le marché d'occasion. Est-ce que vous parlez, en fait, vous voulez parler de fin de perte de trading qu'on a eu historiquement, ou est-ce que vous avez fait carrément des profits sur des activités d'appareils d'occasion? Et la troisième question, c'est sur le marché Falcon, enfin le marché business jet nord-américain. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur l'impact a posteriori qu'a eu la réforme fiscale US? Et est-ce que vous voyez les élections 2020 comme un facteur d'incertitude à même de tempérer certaines des tendances de fond qu'on a sur ce marché? Alors sur le Rafale, comme je l'ai dit, on a une guidance à 26, c'est qu'on est passé, on a anticipé évidemment à l'avance, on est passé en cadence 2 sur le Rafale. Donc on est capable de livrer les 26 avions par l'augmentation de la cadence que nous avons lancée il y a déjà un certain temps, dès en réalité que nous avons eu le troisième contrat export indien, l'augmentation a été confirmée. Après, si vous faites bien vos calculs, on a livré déjà 23 Égyptiens, on avait 96 avions export à livrer, vous faites 96 moins 26 moins 23, et vous trouvez le bon chiffre, donc il en reste encore à livrer après 2019, mais je ne donnerai pas le chiffre, vous aurez la guidance l'année prochaine. Et puis, comme je l'ai dit aussi, la France reprendra le relais à partir de 2022 pour la livraison des 28 avions de la quatrième tranche, et on espère une cinquième tranche qui viendra après la livraison de cette quatrième tranche. Donc tout ça n'est pas encore totalement bouclé en termes de cadence, donc nous avons la réactivité qui nous permettra soit de rester à 2, soit d'augmenter si un certain nombre de contrats export arrivaient, soit de légèrement baisser si les nécessités faisaient qu'on a livré moins d'avions. Donc c'est la flexibilité de la maison qu'il faut en permanence gérer avec notre tissu de sous-traitants pour être capable de nous adapter en anticipant 2-3 ans à l'avance. Voilà, c'est ce que nous faisons en permanence. Sur le deuxième point, les marchés d'occasion, nous avons purgé notre stock. Vous savez que de temps en temps, quand on vend des avions, on rachète l'avion d'occasion. Donc ça arrive. Donc grâce à l'amélioration du marché en 2018, principalement sur les avions d'occasion, ça nous a permis de vendre un certain nombre d'avions d'occasion. On en conserve encore quelques-uns qui nous servent à les louer à des clients en attente de leur avion neuf, etc. Mais on a quand même purgé notre stock des avions d'occasion que nous pouvions avoir les années d'avant. La rentabilité, vous savez, là c'est plus compliqué à dire, parce que vous les avez rachetés à un certain prix, vous les avez repris, vous allez les revendre à un certain prix. En général, on ne gagne pas beaucoup d'argent sur ces domaines-là. Quand je dis pas beaucoup, c'est pas beaucoup du tout. Sur le troisième point, qui était... ça y est, je n'arrive pas à me relire. Falcon aux États-Unis. Ah, les Falcons aux États-Unis, oui. Alors les Falcons aux États-Unis, oui. Les États-Unis, d'abord, si vous regardez, ils ont une économie qui marche bien. Il n'y a pas d'état d'âme. La réforme fiscale a été difficile à accoucher, mais elle a accouché. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour les industries américaines, un peu moins pour les industries européennes, puisque le taux d'impôt a été bien baissé, hein, à 21%, plus la taxe régionale de 2% fait 23%. Vous comparez avec la France, on est alors ça dépend des années à venir, mais on est autour de 35%. Donc c'est une bonne nouvelle pour les sociétés américaines. Nous, on en bénéficie, par exemple, grâce à notre usine de Little Rock. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire qu'il y a une dynamique aux États-Unis. Cette dynamique s'est traduite effectivement par un marché plus actif aux États-Unis en ce qui concerne les Falcons, et les business jets en général. Après, cette année, on espère avoir un petit peu plus de ventes, mais on sent qu'on est sur un plat et que les incertitudes dont je parlais au début de la conférence de presse sont là. Est-ce qu'il va y avoir croissance mondiale ou pas? Est-ce que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine affecte ou pas le commerce mondial? On sent cette incertitude. Alors vous en rajoutez une qui est que les élections américaines reviennent. Bah oui, elles reviennent tous les 4 ans, donc
Voilà, donc on se rapproche de la prochaine. Je ne suis pas sûr que ça joue plus que ne jouent les incertitudes sur la croissance. Les crises fortes qui ont conduit à 2008 et 2009 font une prudence dans les investissements un petit peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne nos ventes, c'est pour ça que je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous avons augmenté nos chaînes de fabrication Falcon pour être capable de prendre en compte cette augmentation du marché qui a été visible, en particulier en 2018. Mais on reste prudent. Vous savez que notre société est une société qui gère la prudence aussi. Et donc, nous n'avons pas ouvert en grand les vannes de l'augmentation de production. Nous augmentons tranquillement, ce qui se traduit par la guidance à 45 versus 40. On va voir et on va observer mois après mois comment les ventes se comportent. Alors, j'ai deux questions. La première, vous nous confirmez que vous avez arrêté les travaux industriels avec les Britanniques sur le FCAS qui avait été lancé en 2014. Première question. Et la deuxième, est-ce que vous pourriez refaire un petit point sur vos prospects à l'export pour le Rafale ? Alors oui, avec les Britanniques, on n'a pas totalement arrêté. On a conservé quelques lignes de communication sur des petites études. Mais le gros projet qui était de faire voler un démonstrateur de drone de combat, celui-là a été arrêté. Donc je vous confirme que ça a été arrêté. Ça pourra peut-être redémarrer un jour. Hein. On ne peut jamais prévoir le futur. On essaye, mais c'est un métier difficile. Mais pour l'instant, ça a été arrêté. Alors il y a quelques lignes qui ont été conservées pour se dire que dans le cadre du traité de Lancaster House, la France et la Grande-Bretagne poursuivent un certain nombre d'études dans ces domaines-là. Vous avez aussi noté que les Britanniques ont souhaité lancer un projet, je dirais pas identique à ce qu'on fait avec les Allemands, mais ça tombait juste après nos annonces entre Airbus et Dassault de faire un travail en coopération. Bon. Bref, donc voilà, avec les Britanniques, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Sur les prospects Rafale, je ne vais pas être très bavard. On se concentre en ce moment à la livraison des avions qu'on a déjà vendus. J'ai déjà affirmé haut et fort, et je l'ai dit encore aujourd'hui, que l'Inde, pour nous, reste une cible, au bon sens du terme, car 36 avions, c'est un début. Vu de ma fenêtre, il y a des besoins importants en Inde. Le Rafale est un très bon avion, il a été choisi par l'armée de l'air indienne. Nous faisons les efforts d'implantation en Inde avec des usines qui sont en train de se monter. Voilà, on travaille à la construction d'une relation de long terme avec les Indiens. Elle est déjà ancienne, mais elle prend un tour nouveau avec cette montée en puissance d'une capacité industrielle de Dassault en Inde. Sur les autres prospects, écoutez, on y travaille, donc je ne cache pas, puisque ça a été annoncé qu'on a répondu aux appels d'offres en Suisse, on travaille aussi avec les Finlandais qui ont émis le souhait d'acquisition d'avions de combat. Vous savez que ces sujets sont toujours, en tout cas pour la Finlande, très politiques. C'est l'évaluation de la capacité des voisins. Donc, on travaille la main dans la main avec les services de l'État, le politique en particulier, la diplomatie, pour nous mettre en position effectivement de répondre à ces appels d'offres. Et puis il y a d'autres prospects un petit peu plus lointains sur lesquels nous travaillons. Je voudrais savoir d'où tirer un tel optimisme à propos du SCAF. Parce que les états-majors, les deux états-majors, français et allemands, se sont réunis et ont fait une sorte de fiche-programme. Alors, pour un observateur extérieur, c'est plutôt le couteau suisse de l'aéronautique militaire, ce SCAF. Parce que je lis « Faire face aux défis futurs ». Agir en autonomie ou alors au sein d'un système. Être polyvalent ou flexible d'emploi. Répondre à toutes les missions, air, mer, etc. Pouvoir être opérable, OTAN et Union européenne. Être furtif, bien entendu. Et puis en plus navalisable. Et pour couronner le tout,
on apprend dans la presse qu'on débloque 65 millions partagés sur 2 ans, partagés à 2. Si je calcule bien, vous allez pouvoir mettre sur ce projet immédiat 4 à 5 ingénieurs à peu près. Alors d'où tirez-vous cet optimisme? Ils sont chers nos ingénieurs, mais pas à ce point quand même. Là, vous allez créer une rupture sociale chez Dassault. Méfiez-vous, monsieur Lièvre. Non, l'optimisme, c'est d'abord, ça fait partie de l'ADN Dassault. Hein. Vous savez, nous sommes des grands optimistes. De manière plus sérieuse, nous connaissons nos compétences. Donc tout ce que vous avez lu, nous pouvons dire que nous savons faire. Nous ne sommes pas présomptueux. D'ailleurs, un Rafale fait déjà une grande partie de ce que vous avez cité. Il travaille en coalition européenne, il travaille au sein de l'OTAN, il fait de l'air-air, il fait de l'air-sol, il va sur les porte-avions. Donc vous voyez, on a quand même une expérience. On ne déclare pas qu'on sait faire parce que on est des grands optimistes. On est des grands optimistes parce qu'on sait ce qu'on sait faire. Donc on a su faire un Rafale. On espère pouvoir faire, et grâce aussi à l'apport de ce qu'on a appris sur le Neurone, avec des toutes petites équipes. Ça, c'est la force de Dassault. Non seulement on sait faire beaucoup de choses, mais on sait le faire avec des petites équipes. Ce qui, je le dis à chaque fois, devrait être étudié dans les grandes écoles, comparativement à ce que font les Américains. Ils font des avions avec des équipes beaucoup plus lourdes que les nôtres. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que d'ailleurs, on coûte beaucoup moins cher que les autres, en termes de développement, d'effort et d'efficacité. Ça s'oublie un petit peu de temps en temps en France, parce que les gens ne font pas les vrais benchmarks. Si vous faites les vrais benchmarks, un Rafale a coûté quand même moins cher qu'un F-35. Et quand je le dis, je parle devant des experts qui l'ont souvent cité, c'est énorme. Bon. Et aujourd'hui, il fait plus, puisqu'il fait aussi les RR que le F-35 ne fait pas. Bon, alors le F-35 a sûrement d'autres qualités. Pour l'instant, il a beaucoup de problèmes. Donc, on est optimiste sur la base de nos compétences. Évidemment, les compétences, ça s'alimente. Donc, si il n'est pas lancé un démonstrateur rapidement, les compétences, ça finit par s'éroder. C'est pour ça qu'on a lancé le démonstrateur Neurone en 2003, enfin la décision de le lancer en 2003 avec derrière des signatures, un développement et qui vole encore aujourd'hui et qui nous apprend encore un certain nombre de choses aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la furtivité. Cette furtivité, plus notre savoir-faire sur le Rafale, alimenté par notre compétence d'architecte industriel système, fait que nous sommes capables d'être le leader d'une équipe européenne. Alors, c'est plus difficile de faire à 2 que tout seul, c'est encore plus difficile à 3 qu'à 2, etc., etc. C'est pour ça que c'est vrai que c'est une ambition assez forte. Les États le veulent, nous nous mettons au service de nos États. C'est notre ministère de la Défense qui nous dit il faut faire comme ça, on fait comme ça. Ce qu'on dit, c'est que si vous voulez avoir une chance de réussir, il faut s'organiser. Alors il faut s'organiser, ça veut dire quoi? On aimerait un leadership fort de la France qui a été nommé responsable de ce projet pour les 2 pays. Donc on demande une responsabilité forte de la France. Et au même moment, nous proposons une responsabilité forte de l'industrie. Et la responsabilité forte de l'industrie en ce qui concerne le SCAF, dans le cadre de l'avion de combat, c'est Dassault qui peut l'apporter. C'est bon. Je vais poser quelques questions subsidiaires s'il n'y a pas personne ne veut. 3 petits sujets. La Chine, vous avez également mentionné dans votre communiqué que l'environnement chinois business jet était plus faible que prévu. Si vous pouvez donner un petit peu d'indication sur les drivers de ce ralentissement. Le deuxième sujet, c'est sur le Brexit et encore une fois, on a déjà parlé des sujets militaires, pas tellement des sujets civils. La base de clients UK que vous avez, si vous voyez un risque d'attentisme également sur ce segment de marché. Et le troisième sujet, c'est la transformation digitale du groupe et l'impact qu'on peut avoir sur le programme Future Falcon. Vous avez expliqué, comme un certain nombre de sociétés industrielles de votre secteur, que votre transformation digitale permettrait de développer des appareils qui seront moins chers à produire et moins chers à soutenir. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils sont également moins chers à développer?
Alors, ça fait trois grands programmes à développer, ça. Sur le Brexit, d'abord, rapidement. Le Brexit, c'est d'abord un problème industriel. C'est un problème politique, bien sûr, mais ça, j'en parle pas, c'est pas mon affaire. Mais l'ensemble de la profession aéronautique et défense, au niveau européen, y compris nos amis britanniques, estiment que le Brexit est une mauvaise chose pour le part et d'autre des industriels de chaque côté de la Manche. Donc nous nous organisons tous pour essayer d'y faire face, avec toutes les incertitudes qui entourent ce mystérieux hard Brexit ou no deal Brexit, avec des problèmes entre guillemets simples mais difficiles à résoudre. C'est comment les douanes vont se comporter. Bon, ça, nous, on n'est pas les douanes, donc est-ce qu'ils vont bloquer? Est-ce qu'ils vont laisser passer tout le monde? Est-ce qu'ils auront des instructions à l'heure, etc. Dans le domaine aéronautique, on a travaillé avec l'agence européenne pour tout ce qui est labellisation des pièces fabriquées en Grande-Bretagne et montées sur des avions européens. Ça, c'est traité, donc les sociétés britanniques peuvent obtenir ce stamp assez facilement, pourvu qu'elles en fassent la demande. Donc on s'en assure avec l'ensemble de nos fournisseurs, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des impacts qui vont déborder des simples problématiques de régulation. Il y a toutes les problématiques de standardisation pour le futur, des problématiques économiques. Ça va sûrement créer quand même un choc psychologique, donc ça va peser sur l'économie, voire sur les monnaies. Bref, tout un tas de conséquences que nous ne savons pas prédire aujourd'hui. D'un point de vue aviation d'affaires, je pense que les hommes d'affaires qui opèrent à Londres, soit ils vont continuer à opérer à Londres et en Grande-Bretagne, soit ils opéreront ailleurs, et moyennant quoi ils auront encore besoin d'avions. Donc je ne vois pas beaucoup d'impact dans ce domaine-là, si ce n'est l'impact indirect de la conséquence économique. On sait très bien que si l'économie va moins bien, l'aviation d'affaires va moins bien. Donc c'est cet impact-là qui est à craindre. Les deux autres sujets, c'était la Chine. Oui, il y a une petite déception de la Chine. Quand je dis petite, en fait, elle est proportionnelle à l'attente qu'on a d'un grand pays comme la Chine, qui s'est beaucoup développé, qui continue à beaucoup se développer d'un point de vue économique, mais qui ne fait pas beaucoup appel aux avions d'affaires encore à ce stade, qui doit encore travailler aussi sur la modernisation de ses aéroports, du trafic aérien, etc. Nous y croyons. On a renforcé notre capacité à vendre en Chine, à soutenir nos avions en Chine. Donc on s'y prépare, mais là, il faut une grande patience avant de voir se développer l'aviation d'affaires en Chine. Par contre, l'Asie non chinoise se développe de manière assez significative. Donc nous sommes en Asie, nous ne sommes pas qu'en Chine, en Asie, et ça se développe. La Chine viendra, mais vous voyez les problématiques actuelles chinoises inhérentes au système chinois font que le secteur de l'aviation d'affaires est encore limité dans ce pays-là, même si on a déjà une cinquantaine de Falcon qui volent en Chine. C'est pas en regard de ce qu'on peut avoir en termes de expectations, comme on dit en anglais. Donc voilà. Mais on continue les efforts, on ne se démoralise pas sur le marché chinois. Nous sommes des gens patients. On l'a vu avec le Rafale, on a fini par le vendre, vous voyez. Donc on finira par vendre beaucoup d'avions en Chine. Sur le troisième point qui était le numérique. Alors oui, le numérique, bien sûr qu'on investit dans l'outil numérique. D'abord parce que de toutes les manières, il n'y a pas le choix. Donc je vais vous dire, c'est simple. Qui ne sera pas numérique demain disparaîtra. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça, donc vaut mieux aimer. Deuxièmement, on va le faire de manière effectivement à gagner en termes de productivité de la fabrication de nos avions. Le développement, ce n'est pas le problème. Alors, les ingénieurs de développement, déjà que certains veulent très bien les payer, ne vont pas écouter, mais ce n'est pas le problème de Dassault de baisser ses coûts de développement. On est, comme je le disais tout à l'heure, déjà avec des petites équipes. Je pense qu'on est déjà très efficace dans ce domaine-là. On va essayer de baisser les cycles, ça le numérique peut nous aider. Baisser les cycles. Si on baisse les cycles, on baissera les coûts de développement. Mais le but numéro 1, c'est d'arriver à améliorer les performances, la qualité et les coûts, donc de baisser les coûts des avions en production. Ce n'est pas simplement Dassault, c'est Dassault et notre supply chain. On est aussi dépendant de notre supply chain. Là aussi, dans la continuité numérique qu'on aura au sein de la société, mais avec nos partenaires extérieurs, et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir Dassault Systèmes qui non seulement
nous aide dans nos outils, mais aide aussi nos coopérants, nos sous-traitants. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de l'avion de combat futur, Airbus prend les outils qui sont les nôtres. Donc on va pouvoir faire des plateaux communs, utiliser les mêmes méthodes, etc. Donc c'est quelque chose évidemment de fondamental. Donc oui, on le fait avec l'ambition de faire mieux demain dans tous les domaines que vous avez cités. Au cas où 57 Rafales marines pour l'Inde, est-ce que ça pourrait inclure des Rafales marines biplaces? Ça, c'est un vieux débat pour la marine française qu'on a déjà fait. Je pense que sur des flottes aussi petites, l'utilité du biplace, mais c'est au client à le dire, mais nous on a développé finalement un Rafale monoplace. Le biplace, il était dans nos cartons. Quand je dis nos cartons, nos planches à dessin, ou plutôt notre Katia déjà à l'époque, pour être capable de fournir. Bon, il fallait payer un peu plus, ça n'a pas été fait parce que le besoin à ce point ne s'en est pas fait sentir. Le training se fait au sol, les pilotes s'entraînent et il y a un moment donné, quand vous devez apponter, c'est le pilote face au porte-avions. Et voilà, il le fait comme ça, il est seul dans l'avion. Quant aux missions, il n'y a pas eu... en tout cas, la marine française n'a pas fait appel à ça. Donc, ce n'était pas un biplace opérationnel, ni un biplace d'entraînement. Donc, pour la marine indienne, on poursuit, nous, notre offre à partir des monoplaces marines de type Rafale France. En matière d'aviation d'affaires, vous nous avez parlé de l'état du marché et des perspectives de vente aux États-Unis et en Chine. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état du marché et de vos perspectives dans les autres régions du monde? Oui, je peux vous en parler, mais ça va être très qualitatif. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai déjà dit, le marché n'est pas dans un boom. On n'est pas en train de dire qu'on va doubler nos ventes en un an. On aimerait, hein. Bon, ça ferait courir un peu nos amis de la production, mais on aimerait. J'ai dit qu'on restait prudent, car les signes de l'économie mondiale ne sont pas à ce point au beau fixe. Alors, on a parlé des États-Unis et de la Chine. Les États-Unis, ça va bien, mais ils sont prudents. Les Chinois, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ils sont plus que prudents, ils achètent peu. Au milieu, on a un grand continent qui achète beaucoup nos avions, c'est l'Europe. L'Europe, la Russie. Donc ça reste actif, mais vous voyez aussi la situation économique en Europe. Il y a des pays qui vont bien, d'autres un peu moins bien. Donc ça reste un des fers de lance des ventes de Falcon. Le Moyen-Orient reste faible. C'est pas simplement pour nous. Le Moyen-Orient n'achète pas beaucoup d'avions d'affaires. Et on se développe petit à petit en Afrique, mais c'est là aussi une empreinte qui se fait petit à petit. Donc d'une manière générale, voilà, ça progresse par rapport aux autres années où on est tombé à des points bas, mais ça progresse. Je dirais qu'on est sur un plateau qui monte un peu, et d'ailleurs il y a des signes de stabilisation du marché d'occasion. Vous savez que nous, on croit beaucoup en signe avant-coureur au marché d'occasion. Quand le marché d'occasion va bien, ça suit. Là, le marché d'occasion a été bien, on a augmenté nos ventes. Le marché d'occasion, pour l'instant, il stagne un peu. Donc, on est sur un plateau. Donc, est-ce que ça veut dire que le marché des avions neufs va aussi être sur un plateau ou pas? C'est la question que tous les constructeurs se posent. Vous avez pu voir les commentaires de nos amis et non moins compétiteurs outre-Atlantique. Bonjour, Stéphane Baranski, Aérospatium. J'aurais voulu évoquer un tout petit sujet dans votre présentation, le Space Rider, qui sera sur la table des ministres à la fin de l'année pour la conférence de l'ESA. Jusqu'à présent, c'est un programme dominé par les Italiens. Est-ce que vous militez, envisagez une augmentation de la contribution française? Oui, c'est un programme qui est avec les Italiens. On en est très content. On a déjà travaillé, vous savez, avec Vera et avec XV. Avec eux, ça s'est très bien passé. Donc les Italiens sont actifs, ils ont une volonté dans ce domaine-là. Donc on poursuit cette filière. L'ESA a repris ce sujet-là, ça sera évoqué à la conférence du mois d'octobre ou de novembre. Donc on espère bien un lancement de ce projet-là. Et nos compétences dans ces domaines-là, puisque c'est un petit vaisseau spatial qui doit être capable de revenir, qui doit faire un certain nombre d'expérimentations en orbite. On pense que là, nos compétences dans ce domaine entre guillemets de l'avion spatial peuvent être utiles à la communauté européenne. Donc c'est une des filières.
On propose nos services aussi aux autres filières hein, qui sont dans d'autres domaines. Moi, c'est l'occasion, votre question, c'est l'occasion de rappeler, et je l'ai rappelé lors de la conférence qui s'est passée à Bruxelles il y a un mois devant toutes les autorités européennes, de la Commission, du Parlement et des industriels, de rappeler que l'Europe doit renforcer son travail dans l'espace et que ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Car les efforts dans le domaine de l'espace sont considérables, il faut donc que l'Europe investisse, et les efforts des États-Unis dans ce domaine-là sont incomparables, et eux-mêmes réagissant aux efforts encore plus incomparables que la Chine est en train de mettre dans le domaine spatial. Sans oublier nos amis russes qui continuent à avoir des ambitions dans ce domaine spatial et qui ont des compétences. Donc moyennant quoi, si l'Europe ne s'organise pas, ça ne marchera pas. Or c'est vrai, on peut voir un certain nombre de dissensions ou du moins de manque d'unité de l'Europe dans le domaine spatial. Donc il y a les Italiens, il y a les Français, il y a les Allemands, il y a l'ESA, il y a la Commission. Tout ça sont des entités différentes, avec des ambitions des fois différentes. Il faut que cette conférence qui aura lieu à la fin de l'année dans le domaine spatial au niveau de l'Europe redonne un élan à la construction spatiale en Europe. Et on espère en faire partie à notre petite échelle. Oui, bonjour, Bruno Trévidic, Les Échos. Deux questions, si vous voulez bien. D'abord sur le SCAF et donc l'étape suivante du Bourget. Est-ce que ça signifie, de votre point de vue, que vous êtes parfaitement d'équerre avec votre partenaire Airbus sur la définition, les contours, les répartitions des rôles? Est-ce que toutes les différences sont réglées? Et puis, dans un domaine tout autre, que pensez-vous du renfort de Boeing et Spirit au projet aérien de jet supersonique? Est-ce que ça crédibilise, selon vous, un peu plus le truc? Alors sur le SCAF, oui, on est d'équerre avec Airbus. Vous dire qu'on est d'équerre jusqu'au dernier des boulons de l'avion qu'on fabriquera pour 2040, non. On n'y est pas encore, d'autant plus qu'il faudra y intégrer, si j'ai bien compris, d'autres pays, et qu'évidemment, il faudra y intégrer l'ensemble du tissu industriel français et allemand dans les années à venir. Donc on n'en est qu'au tout début d'une grande aventure, avec un certain nombre d'incertitudes dans ces domaines-là. Ce qui est certain, c'est qu'on connaît nos compétences, je les ai rappelées, et on exercera nos compétences pour faire en sorte que le projet fonctionne. On a cette volonté avec Airbus. Airbus estime, eux, qu'ils ont des compétences dans le domaine des systèmes de systèmes. Il faudra eux aussi qu'ils s'associent avec d'autres pour y arriver. Donc voilà, on n'en est qu'au tout début de la construction de ce grand système SCAF dans laquelle nous projetons notre ambition sur le futur avion de combat. Donc oui, à ce jour, on est d'équerre. Et la logique qu'on a définie avec Dirk Oke il y a maintenant 1 an à Berlin, nous parlons une fois par semaine, on est toujours en ligne. Toujours. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des milliers de petits problèmes quand on rend... Mais les milliers de petits problèmes ne viennent pas toujours des problèmes entre Dassault et Airbus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils viennent aussi qu'il y a des États, qu'il y a d'autres partenaires, etc. etc. Donc Dassault et Airbus, on doit gérer ces sujets-là, c'est ce que l'on fait ensemble de manière très coordonnée. Sur le supersonique et sur Aérion. Alors je vois qu'Aérion change de partenaire ou se renforce de partenaire assez régulièrement. Donc on voit tous les grands y passer, Lockheed, Boeing, Airbus, il n'y a pas Dassault, je vous confirme. Alors, de manière plus sérieuse, quel est le problème sur le supersonique? C'est toujours le même, c'est le problème de Concorde. C'est les normes. Depuis Concorde, les normes ont évolué. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, et de par le monde d'une manière générale, les normes de contrôle de bruit, de contrôle d'émissions carbone ont terriblement augmenté et sont devenues de plus en plus restrictives. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas une volonté de ce côté-ci de l'Atlantique de développer un avion supersonique, parce que bien évidemment, il fera plus de bruit, indépendamment de faire le boom. Vous pouvez toujours supprimer le boom. Il y a des technologies en cours de développement, on verra. Mais il est quand même plus bruyant. Et si vous avez entendu un Concorde au décollage, indépendamment d'être en supersonique, il est plus bruyant. Deuxièmement,
un avion supersonique, ça consomme plus qu'un avion classique. Ça, c'est... Voilà. Alors nous, comme je l'ai dit dans la présentation, on travaille à faire des avions, entre guillemets, plus verts, c'est-à-dire à répondre à une demande environnementale. C'est ce qu'on fait avec nos amis motoristes en particulier, d'essayer de réduire, outre le bruit pour les aéroports, et c'est encore du travail de tous les jours, mais la consommation, pour être capable de consommer moins. On a cette volonté politique. Donc aujourd'hui, se lancer à développer un avion supersonique qui ne va pas être négligeable en termes de coût de développement, non seulement de l'avion, mais des moteurs aussi, hein, pour un nombre de clients qui vont être sous la pression, je parle en particulier de l'aviation d'affaires, sous la pression, alors pour le coup environnementale, population, on parlait tout à l'heure des populations, je ne suis pas sûr que le business plan soit très crédible. Voilà. Alors par contre, il faut noter que de l'autre côté de l'Atlantique, de l'Amérique de M. Trump, il y a une volonté de dire l'environnement, on en fera notre affaire, on consommera plus, on polluera plus, on fera plus de bruit, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Donc ils veulent se lancer dans ces développements et changer les normes environnementales pour être capable d'accepter les avions supersoniques. Donc on suit au titre de l'OACI et des groupes qui travaillent au niveau de l'OACI, mais ce n'est pas que nous, les avionneurs, hein, c'est aussi les pouvoirs publics, c'est les pays qui suivent cet environnement et qui évidemment n'est pas tout à fait conforme avec ce qui a été décidé à la conférence de Paris, dont les États-Unis se sont retirés, comme vous le savez. Donc c'est un problème, une fois de plus, politique. Nous, on apporte nos spécialistes de compétences pour savoir comment évoluent ces standards au niveau de l'OACI. Et on y fait attention parce qu'effectivement, les Américains sont en train de lancer des démonstrateurs, des démonstrations, mettre de l'argent via la NASA, comme d'habitude. Ils ne soutiennent pas le civil et ne soutiennent que le militaire, sauf qu'au travers un certain nombre d'agences, ils soutiennent fortement leur industrie aéronautique. Donc on est prudent. S'il s'agissait de faire un avion techniquement supersonique, là encore les mêmes ingénieurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on paye trop et qui, etc., ils rêvent de faire un avion supersonique. Dassault a les compétences pour faire un avion supersonique et un avion d'affaires supersonique. Mais c'est quoi le business plan? Monsieur le Président, corrigez-moi si je me trompe, mais aux États-Unis, les avions d'affaires supersoniques, ça, c'est le lot de quelques start-up, une dizaine de start-up dans la Silicon Valley, qui regroupent quelques dizaines de personnes. Si vous avez regardé les plans de ces avions, ça ne tient vraiment pas debout. En plus, ils n'ont pas de moteur. Et il y a des maquettes qui sont que des maquettes et rien d'autre. Et ça n'est pas sérieux. Ils vivent avec quelques budgets. Alors, ces start-up, c'est plus des attrape-budgets que des sociétés sérieuses pour faire un avion supersonique d'affaires. Corrigez-moi si je me trompe. Non, non, vous vous trompez parce que, malheureusement d'ailleurs, car c'était vrai il y a encore quelques années. Depuis 2-3 ans, nous sommes plus prudents dans notre observation et nous voyons des grandes agences donner de l'argent. Je vous dis, la NASA donne de l'argent. Donc là, c'est plus la même histoire. Et c'est pas simplement des dizaines de personnes dans un coin. Il y a effectivement un certain nombre d'hommes d'affaires assez riches qui mettent de l'argent pour développer des avions supersoniques. Mais derrière, vous avez la puissance publique américaine qui est prête à changer ses standards, qui est prête à mettre de l'argent en développement. Et vous avez donc les grandes sociétés américaines, Boeing et Lockheed, Gulfstream, qui s'intéressent au sujet avec leurs motoristes. Donc, le risque n'est pas nul de voir l'Amérique développer un avion supersonique. D'ailleurs, il ne serait pas simplement un avion d'affaires, il peut très bien aussi être un avion commercial. Donc on discute de ces sujets-là avec nos amis d'Airbus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on suit très précisément l'évolution de la norme au niveau de l'OACI, car si la norme évolue et si les Américains font changer la norme, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc ce qui était vrai, ce que vous dites il y a quelques années, on est un petit peu plus prudent en ce moment. Simplement, nous, voilà, il n'y a pas de business plan aujourd'hui qui nous permet de nous dire je vais investir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards pour faire un avion d'affaires supersonique, puis après le vendre à 10, 15, 20 exemplaires. Vous voyez le prix de l'avion. Hein, ça,
Sans compter le fait que si l'environnement ne vous le permet pas, si les aéroports se ferment en Europe, c'est un petit peu compliqué. Bon, voilà. Donc, nous, on préfère miser sur les développements futurs dont je ne vous parle pas aujourd'hui, mais qui sont en cours. Oui, ben justement, en parlant des risques, parce que là, je me pose quand même la question à ce qui est le risque plus grand de contredire à toutes les convictions qu'on partage quand même majoritairement en Europe, qu'il faudrait pas à cause plus de bruit, plus de CO2, nanana, ou est-ce que le risque il serait plus grand de laisser tomber une affaire aux États-Unis? Il ne s'agit pas de laisser tomber puisqu'on n'a pas démarré. Oui. Donc, non, mais si la situation se concrétise. On a là aussi dans les cartons un certain nombre de choses. Hein. On a tous rêvé de développer un avion supersonique. Mais pour passer du carton à la réalité, il faut quand même un certain business. Oui, mais vous dites pas non, on ne va pas le faire. Actionnaire de la réussite d'une telle ambition. Donc, quelque part, on doit être prudent dans l'analyse de ce que peut être le marché. Oui, on a certains clients qui nous disent, si vous savez faire Paris-Tokyo 3 fois plus vite, faites-le. Alors attention, là je rejoins M. Lièvre, pour faire un avion supersonique qui fait Paris-Tokyo, c'est pas tout à fait la même histoire que de faire un avion supersonique qui fait 4-5 000 nautiques. Donc c'est beaucoup plus... Donc là aussi, techniquement, vous faites un avion plus petit. Nos clients demandent à avoir de l'espace. Vous voyez, parce que... Donc, pour l'instant, on n'a pas touché du doigt la réalité de lancer un avion supersonique. Monsieur Trappier, la question c'est plutôt... Vous dites pas non catégoriquement, parce que ce serait contre les convictions européennes. Il faut jamais insulter l'avenir, donc on ne dit pas non, alors qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent. On dit non, précisément aujourd'hui, nous ne mettons pas de l'argent à développer un avion supersonique. Ça, je peux le dire, c'est la réalité. Merci. Bien. Si tout le monde a posé sa question, je vous remercie et à très bientôt. Et n'oubliez pas, il y a le Salon du Bourget cette année.